On ne regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du William FC les gars, Blueprint Paris. Vous savez déjà, c'est les épisodes preview juste avant les gros matchs. Et là, qui dit gros match dit Ligue des Champions avec ce barrage face à l'AS Monaco qui nous attend ce mardi 17 février à 21h au stade Louis II. Barrage aller qu'il va falloir bien gérer et qui s'annonce un petit peu compliqué si le PSG continue de jouer comme ce qu'on a vu face à Rennes. C'est pas grave, on met ça de côté, on y reviendra plus tard. Pour le sommaire d'aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points, dont la forme de l'AS Monaco, avec ses points forts, ses faiblesses, la forme de l'équipe actuellement, qu'est-ce qu'il en est des absents, qu'est-ce qui peut nous attendre potentiellement aussi face à l'AS Monaco à la maison. La défaite 3-1 face à Rennes, parce qu'on va avoir un petit mot dessus, vous savez très bien, j'ai pas pu faire de débrief parce que j'étais avec madame, voilà. Pas de débrief de Rennes, donc on va profiter pour le faire tout de suite. La forme du Paris Saint-Germain, bien évidemment, le face-à-face en quelques chiffres, et puis bien évidemment on terminera avec la composition et mon pronostic pour le match de Ligue des Champions qui nous attend le 17 février. Et on enchaîne tout de suite. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'effectivement, qui dit Monaco aussi dit un petit point classement. Il faut retrouver Monaco à la 8ème place après sa victoire face au FC Nantes. Belle victoire 3-1 qu'on peut voir parce que bon, Monaco était jusqu'à présent 10ème. Rattraper le podium pour Monaco risque d'être un petit peu compliqué parce qu'on a des équipes comme Lyon, même Lille qui fait quelques faux pas mais qui arrive quand même à se gérer. Carbure assez bien là où Monaco est très irrégulier, capable de très grandes prestations et comme de prestations cataclysmiques face à des petits de Ligue 1 ou même face à des grosses équipes. C'est une équipe qui est terriblement inconstante. Oui, on manque de continuité dans cet effectif là, on a du mal aussi à voir les principes de jeu inculqué par Sébastien Pocognoli qui est arrivé de l'Union Saint-Gilloise en novembre. On a du mal aussi à comprendre la cohérence tactique qu'il y a au niveau de l'AS Monaco. Est-ce qu'on est sur des phases de jeu directes, on va jouer la transition rapide? Est-ce qu'on est plutôt sur une équipe qui a la possession du ballon? Est-ce qu'on est plutôt sur une équipe très défensive et qui sait de prendre en compte? C'est très compliqué de cerner l'AS Monaco cette saison, ou qui dans certaines rencontres va t'éblouir, va t'impressionner, comme la rencontre qu'ils avaient sortie face au Paris Saint-Germain en novembre dernier, le 29 novembre, au stade Louis II où on avait perdu 1-0. Et puis, tu es capable aussi de voir Monaco qui est contre des grosses équipes, jouer bloc bas mais savoir prendre des équipes en contre et sur le peu d'occasions qu'ils ont, être décisif avec un réalisme offensif très élevé, comme il l'avait été face à Manchester City par exemple, où il marque 2 fois 2 buts alors que normalement Manchester City il joue ce match 10 fois, peut-être qu'il gagne 9 fois le match. Ça vous montre que c'est une équipe qui est quand même très inconstante et qui est bien loin des standards du top 4. On va pas se mentir, l'objectif de Monaco c'est d'aller chercher le top 4 et franchement aujourd'hui quand on regarde les 4 premières équipes, Lens qui est repassé premier, Paris, Lyon et Marseille, franchement je les vois vraiment très loin de ce niveau là. Mais en Ligue 1 on ne sait jamais parce que Monaco a réussi à se sortir un petit peu la tête de l'eau après une prestation un peu compliquée, un peu moyenne je dirais face à Nantes, mais ils ont fait preuve quand même d'un réalisme assez impressionnant où ils ont 12 tirs, donc ils ont 12 tirs quand même dans la rencontre, 6 tirs cadrés là où Nantes n'en a que 2 malgré leurs 13 tirs. Ils arrivent à se procurer 1,70 d'XG, donc c'est pas énorme, mais par rapport à Nantes qui s'en procure un 14, c'est quand même exceptionnel. Ils subissent quand même 3 XGOT, c'est-à-dire le nombre de probabilités de tirs que le gardien va subir et qui sont potentiellement cadrés, donc potentiellement dangereux. C'est quand même impressionnant. On a vu aussi que le fait d'aller chercher un Dingra sur le mercato change aussi quand même ton aspect offensif où tu es beaucoup plus réaliste, tu es beaucoup plus dangereux dans la profondeur avec un Dingra qui, on le sait, on l'a vu à la CAN, notamment pour moi en tant qu'Ivoirien et pour tous les autres nations qui l'ont vu à la CAN. Lorsqu'un Dingra est en forme et qu'il arrive à prendre la profondeur et percuter, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est pour ça que Sunderland l'avait recruté. Il a été en manque de temps de jeu, bon ça arrive, mais c'est un profil qui fait très mal à l'adversaire lorsqu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Donc c'est un Monaco qui aujourd'hui est capable de réaliser de grosses prestations. C'est capable aussi de performer face à de grosses écuries, mais de choquer juste après face à des équipes soit de moyens ou bas de tableau en Ligue 1. Voilà, c'est un Monaco qui est très inconstant, grosso modo. Ça se retrouve de toute façon dans leur état de forme, où Monaco, ça se retrouve dans leur état de forme de toute façon parce que Monaco est 8ème avec quoi 8 matchs gagnés, 4 matchs nuls, 9 défaites, en barrage face à Paris, mais un barrage qui a été arraché à la dernière journée face à la Juve. On a vu que quand ils étaient dos au mur, ils savaient quand même mettre de l'intensité, proactif et essayer quand même de faire le jeu, pouvoir aller chercher
chercher un résultat face à cette Juventus qui dans tous les cas était déjà qualifiée, qu'elle gagne, qu'elle perde ou qu'elle fasse match nul. Pour eux, la Juventus c'était la même chose. Par contre pour Monaco, en cas de défaite, tu pouvais te retrouver 26e, c'est-à-dire hors du top 24, alors que l'objectif c'était de jouer les barrages. Ce que Marseille bien évidemment n'a pas réussi à faire, bande de nullards. 5-0 les gars, je vous check pas la main, ça c'est la magnifique. C'est nul! Enfin bref les gars, donc si on regarde bien évidemment l'état de forme de Monaco, voilà, vous voyez c'est très inconstant. Il y a 2 victoires sur les 4 derniers matchs, dont un match nul à Nice qui était vraiment cataclysmique. Une défaite face à Strasbourg où Strasbourg a totalement été supérieur à Monaco. Et puis une victoire face à Rennes 4-0. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine inconstance avec Monaco qu'on retrouve tout au fil de l'eau lors de cette saison-là, qui est très difficile à cerner pour pouvoir vraiment analyser Monaco de la meilleure des manières. Si on regarde le calendrier des Monégasques, ça va jouer donc 2 fois le Paris Saint-Germain, une fois donc en Ligue des Champions le 25 février et le 6 mars en Ligue 1. Mais avant ça, tu vas affronter Lens. Si vous pouvez battre Lens, qu'on repasse devant. Bah ouais, logique. Tu vas affronter Lens en Ligue 1 qui est pour moi sur une série absolument exceptionnelle et qui mérite totalement son fauteuil de leader. Là où justement Marseille n'a pas réussi à faire ce que Lens est en train de faire actuellement. Engranger des victoires, capitaliser sur des victoires et avoir de la stabilité au club. Les supporters, ils sont tous imprégnés dedans. Tout le vestiaire tire dans la même direction. En fait, il y a une direction sportive cohérente. Et encore une fois, le travail de Pierre Sage est à souligner. C'est un coach qui a réussi à ramener l'OL au premier plan l'année dernière. 1 an et demi, on va dire. Éviter quelque chose de catastrophique quand Lyon était 17ème. Il a réussi maintenant à ramener Lens au premier plan. Félicitations. Parce que franchement, c'est un des coachs pour moi qui est très sous-coté en Ligue 1. Félicitations, PD. Et qui mériterait une exposition beaucoup plus grande. Même si, voilà. On clôt le sujet, ça va affronter Angers qui fait quand même aussi une bonne saison Angers. Donc c'est pas un calendrier simple pour Monaco, sachant que contre Angers tu peux perdre, contre Lens tu peux perdre, contre Paris tu peux toujours perdre, mais Paris c'est toujours spécial. Et puis il faut dire, la dynamique elle est clairement en faveur de Monaco. Entre Paris et Monaco, Monaco à la maison à Louis II, c'est 4 victoires, 1 nul, une défaite face à Paris. Le momentum est totalement à l'avantage de Monaco. On va s'attendre à un Monaco qui va venir chercher haut, va vouloir du jeu direct dans le dos de la défense, va vouloir être capable aussi de pouvoir se projeter, nous faire mal avec de l'impact physique au niveau du milieu de terrain. On l'a vu au match aller avec Camara et Zakaria qui ont mis beaucoup d'impact physique, qui sont venus nous chercher haut, venus fermer des espaces à Kliouche qui se projetait énormément pour aller presser Lucas Hernandez. De côté droit, c'était Warren Zaïre-Emery, même si voilà, Nuno Mendes, Achraf Hakimi n'était pas là, ça change quand même beaucoup de choses parce que tu n'as pas un Nuno Mendes, un Achraf Hakimi à te coltiner à chaque fois dans ton dos, sachant qu'ils peuvent prendre assez rapidement la profondeur. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Mais c'est une équipe de Monaco qui va être à la maison. Ils vont vouloir faire un résultat, être conquérants, vouloir se mettre dans la meilleure des positions possibles et qui, je suis persuadé, ne va pas jouer un bloc bas. Je suis persuadé que Paris va faire face à une équipe de Monaco qui sera souveraine et qui va avoir envie de faire respecter la loi à Monaco et de capitaliser sur le momentum qu'ils ont face au Paris Saint-Germain. Ce qui fait que voilà, ça rend Monaco quand même assez imprévisible. Hein, et puis toujours dans cette imprévisibilité-là, ça me fait penser que Monaco n'a toujours pas gagné 2 matchs d'affilée depuis octobre 2025. Donc ce qui veut dire que voilà, à tout moment, Monaco te sort une prestation peut-être all-time face au Paris Saint-Germain. Du côté de Monaco, il y a quand même pas mal d'absents, puisque Akliouche est absent, Dyer est absent, Cabral est absent, Minamino est sorti de la liste, Pogba est sorti de la liste, Mawissa est absent, Ouattara est absent. Donc c'est quand même une équipe de Monaco qui est quand même assez décimée, contre laquelle on va jouer. Donc ne pas faire un résultat à Monaco contre Monaco, et contre ce Monaco-là justement qui sera en déficit de joueurs, notamment des joueurs clés, franchement, pour le Paris Saint-Germain, je vous le dis très sincèrement, ce sera vraiment très préjudiciable pour le reste de la saison. Mais ça, c'est encore un autre débat. Pour passer au Paris Saint-Germain, une chose à dire à tous les supporters, c'est à un moment donné, les gars, arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtons de vivre dans cette euphorie de la saison passée en vous disant à chaque fois, oui, mais à ce moment-là de la saison, on n'était pas très bien, on était mal en point. Les gars, la saison passée et la saison d'aujourd'hui sont totalement différentes. C'est une vérité absolument différente parce que chaque saison a sa vérité. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. Elle est là la réalité. La saison dernière en Ligue 1, à cette même époque en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est premier et met une tarte monumentale au deuxième. Le PSG est tellement souverain, il y a un écart presque abyssal entre le Paris Saint-Germain et le deuxième de Ligue 1 qui était Marseille. Ne comparez pas du tout les saisons. Le Paris Saint-Germain était souverain en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est là où on avait du mal. En Ligue des Champions, on pêchait offensivement, mais on retrouvait les principes de jeu de Luis Enrique. À cette même période-là, à cette saison actuelle, on n'a pas encore vu, hormis peut-être Marseille, un très bon match du Paris Saint-Germain où on voit les principes de jeu, le pressing, les récupérations de balles hautes, les duels gagnés, les projections, les permutations.
le demi-espace, tout ça, on ne le voit plus. On ne voit pas de continuité dans les matchs du Paris Saint-Germain cette saison-là. Et c'est ça qui fait analyser quelque chose de simple, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pour moi, est à la croisée des chemins. Je m'explique. De nombreux clubs ont gagné la Ligue des Champions. Ce qui fait la différence entre un grand club et le Paris Saint-Germain actuellement, c'est notre capacité à ne pas vivre dans le passé et à devoir à chaque fois nous régénérer. Je sais pas si vous comprenez. Mais c'est ça la réalité des choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas encore compris que le Paris Saint-Germain a changé de dimension et que eux aussi ont changé de dimension. Le Paris Saint-Germain est désormais attendu à chaque match. C'était déjà le cas avant, mais là tu es champion d'Europe mon ami. Champion mon frère. Tu es champion d'Europe mon copain. Si tu n'es pas capable de te rendre compte de ça, de te dire que chaque match tu es attendu, tu es scruté de manière très précise, qu'on va toujours te demander plus parce que tu es le champion d'Europe à juste titre, on attend une domination de toi sur chaque match à juste titre, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Est-ce que la citation d'Ousmane, elle dit, quand il dit on a très mal commencé le match, Rennes a fait un très bon match, mais je pense qu'on doit montrer plus d'envie. Plus d'envie, c'est-à-dire, il y a des joueurs qui choisissent leur match. Et moi, je vais pas prendre de pincettes avec vous, les gars. Il y a des joueurs qui choisissent leur match. Un Désiré Doué, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Aujourd'hui, oui, il y a des joueurs qui choisissent leur match, il faut le dire. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Un Kvaratskhelia, pendant tout le début de la saison, on avait l'impression qu'il y avait un Kvaratskhelia en Ligue 1, un Kvaratskhelia en Ligue des Champions, qui étaient diamétralement opposés. Désiré Doué, on te retrouve pas. Vitinha, là, sur le match face à Rennes, je t'ai pas vu. João Neves, c'est pareil. Donc, à un moment donné, où est la cohérence, les gars? Il faut arrêter de choisir vos matchs. Parce que, concrètement, si on fait le constat du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, vous avez Marseille, Strasbourg, Lille, Lorient, Nice, Lyon, Tottenham, Monaco, Enough. Bilbao, le Sporting, Flamengo, le Paris FC, Newcastle. Enough. Autant de matchs sur le début de la saison où le PSG donne une sensation de on n'est pas passé loin de prendre une défaite. Si même, des fois même, on a pris la défaite. T'as une sensation d'inachevé, de goût amer dans la bouche. C'est ça qu'on attend du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire une domination à outrance, pas de détails, c'est-à-dire que tu prends le ballon, il y a du mouvement, il y a de la fluidité, tout le monde bouge, tout le monde est au service du collectif, le collectif fait ressortir les individualités, et c'est ça que j'interprète dans la citation d'Ousmane Dembélé. Surtout, il faut jouer le Paris Saint-Germain pour le Paris Saint-Germain afin de gagner les matchs. Si on joue de manière individuelle, ça ne marchera pas, on ne gagnera pas les titres qu'on veut. La saison dernière, on faisait passer le club avant tout, avant de penser à nous-mêmes. Il faut retrouver ça, surtout dans ce genre de match. On sait qu'on est dans la deuxième partie de saison et le Paris Saint-Germain doit passer en premier, pas les individualités. Les gars, s'il vous plaît, remettez-vous à jouer pour le collectif. Le collectif doit faire ressortir les individualités et pas les individualités doivent faire ressortir le collectif. Les gars, s'il vous plaît, pour atteindre les objectifs fixés en début de saison, qui sont d'aller rechercher un back-to-back en Ligue des Champions, conserver le titre de champion en Ligue 1, la Coupe de France, on peut déjà oublier parce que vous avez floppé face au Paris FC. Le trophée des champions, c'est mis de côté. Si vous voulez aller chercher tous ces objectifs-là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit se remettre en marche, doit se remettre à jouer comme on le connaît, c'est-à-dire des appels dans la profondeur, du demi-espace, des décrochages, parce qu'en décrochant, vous venez amener des joueurs avec vous, vous libérez des espaces, vous ouvrez donc une possibilité d'appel dans le dos de la défense, et comme on l'a vu face à Liverpool l'année dernière, face à Marseille, quand on a gagné 5-0, face à d'autres équipes, un PSG qui est en mouvement perpétuel, c'est un casse-tête monumental pour les autres équipes. On l'a vu. Même en Coupe du Monde des clubs, à 9 contre 11, on est capable de mettre du mouvement et d'aller gagner face au Bayern. Donc expliquez-moi comment de ça, on arrive à cette bouillie qu'on voit face à Rennes et face à tous les matchs que j'ai cités avant. C'est pas possible. Donc maintenant, on va garder notre calme. On n'est qu'à la mi-saison. Il y a encore le titre de Ligue 1 à jouer. On n'est pas encore éliminé de la Ligue des Champions. On peut pas encore tirer des conclusions. Les gars, il va falloir vous remettre au boulot. Sincèrement. Il va falloir vous remettre au boulot. Parce que pour l'instant, ce qu'on voit du Paris Saint-Germain, ça n'est pas bon. Et ce qu'on voit sur l'état de forme de Paris, c'est que vous avez perdu déjà la première place. On a perdu la première place parce que il y a cette contre-performance face à Rennes. Après une belle victoire, on avait gagné 5-0 face à Marseille, où dans le jeu, on avait été supérieur à tous les niveaux. Une victoire dans un classique qui fait toujours plaisir face au rival, où on a revu les principes de jeu du Paris Saint-Germain, le pressing, les duels, les seconds ballons, les appels, les ouvertures d'espace, les dédoublements, la profondeur, la verticalité. Tout ça, on l'a vu. On l'a revu aussi face à Strasbourg, où face à Strasbourg, on est face à une équipe qui nous domine, qui nous permet pas de jouer comme on le souhaite, mais on a su quand même nous procurer des occasions, être dangereux, amener du danger dans la surface.
Face à Newcastle, c'était un match à l'image de Rennes. Tu as les tirs, tu as la possession, mais tu ne produis rien. Parce que pas de mouvement, pas d'appel, pas de décrochage, pas d'ouverture d'espace. Donc si on veut gagner face à Monaco et reprendre la marche en avant face à Monaco et face aux autres, il va falloir se remettre à jouer sérieusement. Et je vais même aller plus loin. Parce que après Monaco, en cas de victoire dans ce barrage-là, tu affrontes Chelsea ou Barcelone. Chelsea qui t'a marbré 3-0 en finale de Ligue des Champions, où tu étais complètement dépassé par l'intensité et l'agressivité physique qu'il mettait sur le terrain. Et face à Barcelone, qui est sur 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Hormis le 4-0 qu'ils ont mangé face à l'Atlético, c'est 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Donc si on ne se reprend pas sérieusement, si on ne se remet pas à jouer sérieusement, 8ème de finale, on est dehors. Il a fait ça. Pour le calendrier du Paris Saint-Germain, on va affronter Metz le 21 février avant d'aller affronter Monaco à la maison. Ensuite, on affronte Le Havre et on reçoit de nouveau Monaco à la maison pour une nouvelle journée de Ligue 1. Et sur le face-à-face maintenant, côté composition parisienne, donc 2 absents. Mayoulou sera absent. Il a une gêne musculaire qu'il a occasionné face à Marseille. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Fabien Ruiz est toujours en rémission de sa contusion au genou gauche, donc il sera absent lui aussi. Voilà. J'ai l'impression que le milieu de terrain, actuellement, on ressent un petit peu le manque de Fabien Ruiz, cette boussole un petit peu qui arrive à aiguiller le jeu un petit peu à sa manière et à toujours amener de la profondeur, de la verticalité parce qu'il se projette énormément Fabien Ruiz. Je sens que le milieu aussi est un petit peu en manque, même si on a un Warren Zaïre-Emery qui fait vraiment très bien l'intérim et qui est vraiment potentiellement en train de gagner une place de titulaire dans cette équipe là. Voilà, je sens que Fabien Ruiz manque. João Neves n'est pas son meilleur niveau aussi, Vitinha est fatigué, ça se voit. Donc voilà, on sent qu'on a un milieu de terrain qui plonge un petit peu et je vais même faire un petit parallèle actuellement. On a critiqué, et je pense maintenant à juste titre, le choix du Paris Saint-Germain de ne pas recruter. Luis Enrique est parti du postulat qu'il fallait laisser l'opportunité une saison de plus aux joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, de ne pas avoir une concurrence encore plus que celle-ci, estimant pouvoir remobiliser assez rapidement son vestiaire pour pouvoir atteindre les objectifs du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le postulat à la mi-saison, avant d'affronter les barrages face à Monaco, c'est de se dire que pour l'instant on a eu tort et qu'on aurait dû aller chercher des remplaçants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je vois certaines attitudes sur le terrain, un manque d'envie, un manque de... On choisit ses matchs, on fait pas les efforts comme il le faudrait, on n'applique pas les principes de jeu comme Luis Enrique le voudrait. Je pense que s'ils avaient le feu au cul et qu'ils étaient assis sur le banc pendant 4, 5, 6, 7 matchs, ils se comporteraient pas comme ça. Il faut respecter d'abord les adversaires, respecter ce que demande le jeu pour pouvoir gagner les matchs. Et pour cela, il faut remettre de l'exigence. Et je sais que Luis Enrique met de l'exigence, mais c'est vous, les joueurs, qui, je sais pas, j'ai l'impression que certains vous sentez trop arriver. Vous pensez que parce que vous avez gagné la Ligue des Champions, ça y est, vous avez tout gagné dans la vie. Non. Si c'est cette attitude-là que vous avez, allez très loin du Paris Saint-Germain. On n'a pas besoin de repartir dans ce type d'époque-là. On l'a vécu, l'époque Neymar, Mbappé, Messi. On ne veut plus de ça. Aparté fini, donc voilà. Côté composition, moi, je partirai encore une fois donc sur la même compo que la dernière fois. Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos dans l'axe, parce que Zabarni, j'ai vraiment pas envie d'être méchant. Zabarni, je pense que tu n'as rien à faire au PSG. Et je pense que Bournemouth nous a scam. Parce que ce que je vois de toi en Première Ligue et ce que je vois de toi au Paris Saint-Germain, c'est diamétralement opposé. C'est abyssal. L'écart est tellement abyssal. On m'a vendu de toi que t'étais comme l'un des top 3 défenseurs de Première Ligue. Mais mon gars, si c'est ça, top 3 défenseurs de Première Ligue, qui est-ce qu'on a recruté? On a recruté ton cousin ukrainien peut-être. Une prestation totalement à l'envers. Placement nul, anticipation nul, lecture de trajectoire aérienne, c'est catastrophique, cataclysmique. Il y a un moment donné, je sais que l'intégration dans un grand club, c'est pas toujours facile. On le voit avec Chevalier, c'est pas toujours facile. Mais il y a un moment donné, autant d'enchaînements. On t'a laissé 2 occasions, autant d'occasions où tu es nul. Je sais pas. J'ai pas envie de parler trop vite non plus parce que Fabien Ruiz, ça fait mentir beaucoup de gens à qui on réclamait le départ. Donc voilà. J'ai pas envie de me prononcer trop vite, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout satisfait de ton rendement et ta place est sur le banc, à juste titre. Marquinhos titulaire, Safonov dans les cages. Bien évidemment, j'ai pas besoin de revenir sur Safonov. Safonov, c'est tout à fait logique qu'il soit dans les cages au vu des prestations qu'il offre. Chevalier, pour l'instant, ne rassure pas la défense. Là où Safonov, lui, rassure la défense. Safonov et Impérial dans les cages, hormis le match face à Rennes, mais bon, j'ai envie de vous dire qu'il subit tout autant que les autres. Donc voilà. Donc c'est un choix qui me paraît plutôt logique. À droite, Achraf Hakimi pour reprendre son poste, qui puisse regagner un petit peu en temps de jeu
même si c'est bien reposé, mais il faut qu'il reprenne de la confiance. On sent qu'il est un petit peu dans le dur ces derniers temps. Au milieu de terrain, on repart toujours avec Vitinha, Neves, Warren Zaïre-Emery. J'ai pas besoin de vous expliquer Warren Zaïre-Emery, je viens de vous le faire juste avant. Il est titulaire, vraiment indiscutable actuellement au Paris Saint-Germain. Il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Donc pour moi, c'est toujours titulaire bien évidemment. Et je repartirai maintenant avec Barcola à gauche et pas Gvara, Barcola à gauche parce que je sens que dans la profondeur, dans ce qu'il va proposer comme option dans le jeu face à Monaco, ça peut être vraiment un aspect positif pour le Paris Saint-Germain. Dembélé en faux numéro 9, vous savez déjà. Désiré Doué que je remettrai pour qu'il puisse engranger de la confiance parce que c'est aussi un profil qu'on n'a pas malheureusement à droite. Et on a besoin de profondeur, on a besoin d'aller chercher de la verticalité, de la transition rapide. On sait qu'il a des qualités physiques assez exceptionnelles avec une qualité technique qui est hors du commun. Donc on a besoin de ça pour faire mal à Monaco et se mettre à l'abri assez rapidement. Et pour mon pronostic, je vois donc une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 au stade Louis II avec un but de Barcola, un but de Désiré Doué, un but d'Ousmane Dembélé. Je ne vois prendre une occasion aussi encore, un but de Monaco parce que voilà, on fait beaucoup d'erreurs défensives, on subit beaucoup trop d'occasions par rapport à la saison dernière. Donc je pense que Monaco marquera son petit but. Merci les gars d'avoir suivi Blueprint Paris, cet épisode preview juste avant la Ligue des Champions. On est revenus ensemble sur plusieurs détails, la défaite face à Rennes, la forme de Monaco, la forme du Paris Saint-Germain, la compo, les pronostics, etc. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, c'est très important pour le référencement, pour être vu. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, mon compte TikTok aussi où je poste beaucoup de choses. Allez vous abonner en masse. Et puis n'oubliez pas qu'ici, on regarde pas le foot, on le vit. C'était Louis Love FC. À très bientôt. Ciao.